peut-être un peu expliquer ce que c'est que ce fort et qui était Delgrès, qui est un personnage historique, mais qui est récurrent dans tout notre. À 13 ans, toute la famille embarque pour la métropole. Voilà, avec un projet que je ne vais pas dévoiler, mais qui pourra dévoiler, en tout cas qui m'a expliqué ce matin dans le train. Et c'était assez plaisant. J'ignorais totalement ce projet, qui est un projet familial, donc un projet important. Et qui est un projet en rupture avec les habitudes sociales de l'endroit où il est. Il fait ses études en France, à Paris, à la Sorbonne, il devient enseignant. Et pendant très longtemps, il est enseignant dans Orly, c'est ça? Et dans des contextes dont on dit qu'ils ne sont pas faciles. C'était la dernière cité d'urgence. Il va être détruite 3 ans après. On était le collège provisoire de la Voie des Saules et dont se publie qu'on appelle aujourd'hui défavorisés. Des quoi? Voilà. Des défavorisés. Mais c'est important, c'est très formateur ce Ah, projet. complètement. On est né là. Moi, j'étais en collège à Tunis, dans une cité transit, Oui, qui devait durer 3 ans. Et ça faisait 35 ans. Avec des conditions de vie. Et puis en même temps, il y a un certain nombre d'activités publiques qui commencent. Tu travailles, tu collabores avec Présence africaine, où tu as des fonctions, et puis un peu c'est France Culture, où tu animes une émission régulièrement. Antipode. Antipode de l'autre côté. Alors évidemment, dans cette présentation biographique, il y a des trous, hein. Je n'ai pas la prétention à l'exhaustivité. En 1989, tu es nommé directeur de la DRAC, donc la direction régionale des affaires culturelles, et il y a quelque chose qui se passe, qui est important, et qui modifie complètement le paysage culturel de la Guadeloupe. Ça c'est très important dans cette histoire de Caraïbes. En 1997, c'est la célébration nationale du 150e anniversaire de l'abolition, de l'interdiction de l'esclavage. Et en même temps, si on fait un parallèle, pendant cette période-là, les œuvres sont primées. L'invention des Désirables, qui va arriver un peu plus tard, mais il y a des prix, il y a un prix de l'Académie française qui arrive. Et donc il y a quelque chose comme de la renommée qui commence à croître. Tu n'es plus un personnage lambda, professeur dans un collège de la zone sinistrée de l'Île-de-France. Tu deviens conseiller à la mission pour les arts et la culture au ministère de l'Éducation nationale. Cher Yves, pour cette complicité qui fait que tu dis l'essentiel. Hein? Et après, on ne peut pas développer tout, mais il y a au moins 15 sujets possibles à propos de ça, on peut qu'évoquer. Alors, francophonie, en 2006, il y a la décision de faire le festival de la francophonie pour mettre en avant cette fameuse... Les écrivains et les hommes de culture, les femmes de culture du monde francophone en France. Parce que la France, j'allais dire ça, les gens en France, les milieux, notamment culturels, sont assez éloignés de la francophonie et qu'on considère les écrivains francophones comme des étrangers qui écrivent en français et pour la gloire, ça appelle une autre langue française. Voilà. C'était une vision de la francophonie, pour moi totalement fausse. La francophonie n'est pas la défense de la langue française, défense contre l'ennemi. Ah oui, l'anglais, les américains qui nous embêtent avant, c'était nous les impérialistes, français, espagnols, maintenant
maintenant c'est cet anglais des États-Unis qui a envahi le monde et qui nous envahit. C'est une faute d'avoir privilégié la question de la langue. Même si c'est important, on vient de faire à Villers-Côte, la maison de la langue française, je ne suis pas pour, c'est pas la langue. Si on a des choses à se dire, par exemple deux amoureux, et qui ne parlent pas la même langue, ils vont trouver le moyen de communiquer. Et si on n'a rien à se dire, et qu'on parle la même langue, on ne va rien dire. Ce n'est pas la langue. La langue est un outil qui permet de dialoguer. Là, c'est chouette, on se comprend. Ça va être bien, il n'y a pas besoin de traduire. C'est tout. Mais ce qui compte, c'est le désir de communiquer. Et dans le cas de ce qu'on appelle la francophonie, j'ai envie de dire tout de suite, il y a un grand problème en France. C'est qu'en France, on aime choisir un mot et ensuite on se bat pour ou contre ce mot. Ça a toujours été comme ça. Dans la vie, par exemple, littéraire, quand on était élève, on a les romantiques contre les parnases, vous appelez les symbolistes en peinture, il y a les impressionnistes et les ceux d'avance. On fait comme ça les tranches, comme ça, même des siècles. Après arrive le 17e, Molière et Racine. C'est fou. Ce modèle, il a été aussi donné ailleurs, là où la France était. Et donc on a appris à classer. C'est terrible cette chose-là. Parce qu'il y a la littérature française, regardez Charles, et puis il y a les écrivains francophones. Et ils écrivent par chance dans notre langue française. C'est embêtant, peut-être pour eux, parce qu'ils sont aliénés par notre langue française. Comment on peut écrire en français au Congo, en Guadeloupe ou en Algérie? C'est sûrement, d'abord on les a obligés, donc c'est une imposition, et ensuite on a combattu, comme partout en France, toutes les langues régionales ont été combattues, et donc c'est bizarre ce truc de francophonie. Est-ce que ça ne serait pas la suite du colonialisme? Est-ce que c'est pas la France qui veut garder le contact avec ses anciennes colonies devenues largement indépendantes et qui a trouvé ce truc pour garder la France-Afrique? Ça n'a rien à voir. Et c'est important. La culture, je le dis pour tout d'ailleurs, elle est au-dessus du politique. Elle est au-delà du politique. Elle n'est pas au service de doux serviteurs de l'État, non. Non. Je n'ai jamais été serviteur de l'État en étant directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ou non, en effet, du ministre de l'État, du ministère de la Culture. Mais c'est pour dire à l'État ce qu'il faudrait faire pour la société et la culture du pays. Par exemple, des bibliothèques, une scène nationale, du patrimoine. C'est ça. Mais ce n'est pas pour servir l'État. La culture, la poésie, amis, ne servent pas. Par contre, l'État peut s'en servir. À la culture d'être assez puissant pour son indépendance. À l'écrivain d'être assez lui-même. Vous voyez? Il pourrait être irrécupérable. Même si on veut le récupérer, ce qui est le jeu normal du politique. C'est normal d'essayer d'avoir avec soi des gens. Mais ce n'est pas ça le sujet. Et on est obligé alors de revenir à l'origine. La francophonie, puisqu'il faut ce mot, est inventée par les francophones, pas par la France. Et c'est quand, avant la guerre, 39-45, des jeunes, ils viennent à Paris.
viennent d'Haïti, de Martinique, de Guyane, du Sénégal, du Bénin. Ils sont là à Paris, étudiants, ils se voient, ils ne se connaissaient pas. Un Antillais n'avait jamais vu un Africain avant la guerre. Jamais. Vous voyez? C'est important quant aux Africains, ils n'avaient jamais vu la Guadeloupe ou la Martinique. C'est loin. Lorsque les premiers soldats en 14-18 sont venus des Antilles, ils étaient noirs. Les tirailleurs africains disaient, mais vous êtes qui vous êtes des noirs aussi. Mais vous venez d'où? Vous n'êtes pas d'Afrique. Nous, on est vos descendants. Nous, il y a 3 siècles, on a été en Amérique. C'est important de dire ça. C'est-à-dire la méconnaissance et qui a poussé à un désir d'être ensemble, en particulier pour lutter contre la colonisation, contre le colonialisme, ensemble. Personne n'allait faire une indépendance, par exemple, du Sénégal ou du Congo, tout seul. Vous voyez? Et donc, il y a eu quelque chose qui était une espèce de communauté autour de choses, des journaux, des revues, les livres. Et de 1900, après la guerre, création de Présence africaine, qui est toujours là au même endroit, la librairie, 25 bis rue des Écoles. En 2024, elle est là, la même vitrine. Mais les gens se rencontraient là, se trouvaient là. Et qu'ils soient congolais, béninois, ils faisaient par exemple les syndicats étudiants, l'union des étudiants, les hommes politiques avaient des groupes politiques communs, Rassemblement démocratique africain, RDA, c'était pas sénégalais, ivoirien, ça n'existait pas. Et donc, l'idée d'un combat commun pour une expression commune de liberté et aussi pour se comprendre a fait que la langue française, qui était la langue qu'ils parlaient à la Sorbonne dans leurs études, un peu partout, c'est quand même pas compliqué d'apprendre une langue sans être allié. Les parents, tous les bébés font ça. Vous voyez? Toutes nos langues dites maternelles, nous sommes aliénés par la langue maternelle. Celle qui nous a imposé, qu'on est déjà dans le berceau et même dans le ventre maternel. On sait maintenant que des rimes et des choses passent déjà dans la musicalité de la langue que parle la mère quand on est 9 mois de son ventre. Et donc cette langue maternelle, il n'y a pas plus imposé que ça. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir de celle-là. On peut apprendre une autre après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est faux. Tout à l'heure, ça rejoint ce que je disais. Nous sommes sur Terre des bilingues. La majorité des gens sur la Terre, sur le globe terrestre, aujourd'hui parlent plus qu'une langue. 2, quant à l'Afrique, 3, 4. L'humain additionne et se définit par sa capacité, à la différence des oiseaux, par exemple, ou des chevaux, de ne pas avoir qu'une seule langue depuis toujours à sa disposition, mais de changer et même de prendre la langue de l'autre, comme si les chevaux comprenaient la langue des oiseaux. C'est fou comme histoire, là. Parce que ça veut dire que l'humain se définit par le plurilinguisme. Alors qu'on a longtemps, notamment dans l'école française, après Jules Ferry a dit, oula, il faut imposer une seule langue. Notre cerveau ne peut pas en apprendre plusieurs. On sait que c'est faux, et que plus l'enfant est petit, plus il apprend sans problème, comme si papa est anglais, maman est espagnol, pas de problème, il apprend. Et ça ne le rend pas malade, ça le rend plus riche au fond. Et donc c'est ça. Eux, toute une génération de nos aînés, la génération Césaire Senghor, ils se sont dit, 1, il faut qu'on soit ensemble. 2, il faut qu'on exprime notre vœu de liberté, notre vœu de libération politique. Et 4, il faut qu'on crée
faut qu'on écrive des poèmes, des romans, des livres. Il faut qu'on écrive. La présence africaine, hein, voilà. Et c'est ça, la naissance d'une francophonie qui est un désir collectif d'exprimer ce qu'on est. Alors, 1948, 1950, 1960 arrivent les indépendances. Pendant tout ce temps-là, de la revue Présence africaine, il y avait un débat sur les conditions d'une littérature africaine. Dans chaque numéro. Alors les gens, chacun écrivait son article pour dire peut-être que le Wolof pourrait être la langue pour toute l'Afrique de l'Est, parce que c'est quand même celle qu'on parle beaucoup. Ah oui, mais alors à l'Est. Oh, mais le Swahili, c'est énorme, il y a énormément de gens qui parlent le Swahili. Il faut que le Swahili devienne la langue nationale de l'Afrique de l'Est, comme ça, il n'y aura pas l'anglais, il n'y aura pas le français, c'est des langues coloniales. Il y avait des débats comme ça, sans arrêt. Et puis arrivent les indépendances, et qu'est-ce qu'on voit? Langue nationale français, langue nationale anglais. Alors, on va traduire, ils sont malades, ils sont aliénés, ils se libèrent et puis ils prennent la langue. Non. Césaire, les armes miraculeuses, quand Eliassine disait, c'est le butin de guerre, et on va exprimer ce qu'on est. Et pourquoi on souhaite exprimer ce qu'on est, son amour, ses douleurs en français ou en anglais? Pourquoi ça s'est réservé aux gens qui sont nés en France? Et alors, c'est important cette chose, parce que ça enlève tous les faux débats, mais qui sont là. Parce que dans le monde culturel français, il y a toujours cette image-là. Le français, c'est à nous, et les autres, on leur a imposé, ou ils ont choisi, ils sont aliénés. Si on l'a imposé, on est coupable. Alors, parlez Wolof, hein, écrivez en créole, hein, écrivez en swahili, parce que sinon vous êtes soumis aux colonialistes anciens. Et on appelle ça le néocolonialisme. Vous voyez? C'est totalement faux. Parce que la langue, la culture et la littérature, les arts en général, sont indépendants du pouvoir politique qui veut opprimer. Ça paraît bizarre. Celui qui veut opprimer va par exemple essayer d'imposer sa langue et interdire, comme on a fait en France, une langue régionale. Bien sûr, ça c'est une action politique d'interdiction. Mais la langue est là. Il n'y a pas de langue coloniale. Ça faisait choquant de dire ça. Il n'y a pas de langue impérialiste. Vous vous souvenez, quand on voyait des films sur les nazis, vous voyez, il y avait le truc avec le SS Guttural et ça, et on disait, cette langue-là, c'est une langue qui va bien pour le nazisme et pour l'oppression. C'est Guttural, ça. On disait ça. Moi, nous tous, c'est une langue, ça explique. Hein. C'est une des langues les plus poétiques, les plus douces qui existent. Qu'on voit la littérature et la poésie allemande. Et d'ailleurs, les poètes, Goethe, Derby, tous les autres, les écrivains, ils étaient contre le nazisme. Ils étaient des opposants au nazisme, avec leur langue. Mais quand on entend le discours d'Hitler, on dit, oulala, il parle quoi? Il parle Hitler, il parle pas allemand. Et c'est important parce que nous avons tous, nous, là, ici, nos images qu'on nous a données qui disent ce genre de choses. Vous voyez, on voyait ça au cinéma. Il fallait que le nazi ait une manière de parler comme ça. Vous voyez. Et quand on sait ça, alors il n'y a plus de débat. On dit, ben, j'écris en français, c'est avant. Pas aujourd'hui, mais voilà, il y a 15 ans, on dit. La première question qu'on posait à l'écrivain, c'est pourquoi écrivez-vous en français et pas en créole? Alors il fallait expliquer. Elle a dit, non, c'est pas que je suis malade, c'est pas que je suis aliéné, c'est pas que je suis soumis à l'impérialisme. C'est parce que
c'est ma langue. Alors là, c'est ma langue. Ah bon, c'est votre langue? Ben oui, l'homme prend, l'humain prend les choses. Et l'humain ne soustrait jamais. Il additionne. Tous les peuples colonisés, et tous les peuples ont été colonisés, à commencer par ici, tous les peuples colonisés prennent ce qu'on leur a imposé, et même si ensuite l'oppresseur s'en va, ils gardent ce qu'ils décident de garder. C'est comme ça qu'on invente le français. Jules César est resté. Vous voyez? Non. Mais alors pourquoi on a pris le français avec cet italien, ce romain, ce latin? Vous voyez? Parce que c'est toujours le même chiffre. On crée de l'autre avec ce qui nous est donné. Donc tous ces écrivains, jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème avec ça. Et il y a une autre raison. Souvent, l'oppresseur ou le colonisateur essaie d'imposer quelque chose, et notamment la langue. Donc, dans les colonies, on a tous appris le français, à coup de règles, comme en France. Mais la langue française, elle a cette particularité d'avoir été une langue internationale avant d'être la langue nationale des Français. Vous voyez, on a les exemples, Frédéric de Prusse, la cour d'Angleterre, la France. Les lois, les choses qu'on votait internationalement, c'était en français. Mais pendant ce temps, le marais breton, le paysan d'Auvergne, ou le Basque, il ne parlait pas français, il ne savait pas ce que c'est cette langue. Il a fallu la Révolution pour fabriquer la France, avec l'abbé Grégoire qui a dit oula, qu'est-ce qui sont différents? Il va falloir unifier ça. Et la meilleure façon d'unifier le pays, c'est de leur imposer de parler une langue. On a choisi, mais oui, le français, la langue de la loi, la langue de l'État, donc la français. Vous voyez? Et donc on a interdit violemment. On connaît tous ces histoires-là jusqu'à il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Et donc la langue française n'était pas la langue des Français. Et c'est cette langue-là qu'on a amenée dans les colonies. La langue de l'oppresseur, la langue du colon, la langue du militaire, la langue du prêtre. Vous voyez? La langue des livres, la langue des codes. Mais ce n'est pas la langue que parlaient les Français. Il y a un exemple concret. Les gens qui sont partis aux îles au début, ce n'étaient pas des esclaves africains, c'était des Français, des pauvres, des marins bretons, comme aux États-Unis, des pauvres Irlandais, en fait. Tous ceux qui souffraient, des immigrés de l'époque, ils venaient du Béarn, ils venaient de Bretagne, ils allaient dans les îles. Eh bien, les capitaines des bateaux disent on a un problème, ils ne se comprennent pas. Comment on fait? Ils ne se comprennent pas. Le breton marin qu'on connaît tous, en Guadeloupe, on a nos marins bretons sur l'île des Saints. C'est eux qui font la pêche, donc ils sont comme une espèce de communauté, et ils sont là. Ils parlaient breton. Les grand-mères normandes parlaient normand. Et c'est comme ça, c'est peut-être un scoop, qu'on a inventé le créole. Le créole, c'est pas la langue des esclaves africains qui ont entre eux fabriqué une langue de lutte contre les maîtres. C'est la langue commune inventée par les maîtres et les esclaves. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un dominant ne pas imposer la langue de domination pour que les gens ne comprennent pas. Parce que si je me suis permis d'acheter un Wolof, une Sérère, un Mantou, un Congo, donc ils ne se comprennent pas, donc je suis tranquille, ils ne se connaissaient pas. Tous ces gens de l'île d'Afrique, ils avaient au moins 300 langues différentes, ils ne s'étaient jamais vus avant de débarquer et d'être vendus ensemble. Et donc, pourquoi le mec n'a pas imposé le français? Comme on l'a fait pour l'anglais.
l'anglais pour l'espagnol et le portugais. Regardez aujourd'hui le Brésil. Regardez aujourd'hui les États-Unis. Regardez aujourd'hui l'Amérique latine. Espagnol, portugais, anglais. Mais pourquoi il n'y a pas eu dans l'impérialisme français? Parce qu'il n'y avait pas cette langue. Le pauvre colon qui débarquait n'était pas possesseur de la langue française. Et le résultat, c'est que ce qu'on appelle la fameuse créolisation, c'est un phénomène français. C'est parce que les Basques, les Auvergnats, les Occitans, les Bretons ont été ensemble dans ce lieu et ont commencé le métissage linguistique, et qu'ensuite vous faites arriver des hordes d'esclaves africains qui eux non plus ne se comprennent pas, qui n'ont pas le droit à chacun de parler sa langue unie. Eh bien, on a le terrain pour, dans un endroit, il y avait au moins, j'ai envie de dire, 200 langues sur la Guadeloupe, on a inventé une nouvelle langue qu'on appelle le créole. Et ce créole, vous regardez une carte, vous ne le trouvez majoritairement que dans les pays qui ont été colonisés par la France. Vous voyez? Même Sainte-Lucie, même l'île Maurice, c'est parce qu'elles ont été françaises avec une créolisation, et même la Nouvelle-Orléans, vous voyez, tout ce monde de la Louisiane française et tout ça, a une créolisation à la fois linguistique, mais aussi musicale. Vous voyez? C'est encore un autre exemple. Parce que le métissage, le fait de mettre ensemble un tambour, vous savez dont je parlais tout à l'heure qu'on a inventé, et un violon de Mozart, ça, c'est ça la créolisation. Les maîtres jouaient des quatuors, voilà, pour se détendre, la flûte, les filles qui chantent, l'autre qui joue du violon. Il y a une gravure comme ça, qui pour moi est fondamentale. Une gravure du XVIIe siècle. On voit un esclave qui est sur la véranda où il n'a pas le droit d'être et qui est comme ça, qui écoute. C'est la naissance de nos musiques. C'est-à-dire, il entend ça, il ne dit pas ça c'est la musique des bêtes, c'est pas moi le violon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Aucun musicien ne dit une chose pareille. Vous voyez? Et donc, les instruments même que le colonisateur a amenés ont été les outils de libération, d'expression et de création. C'est évident pour la musique. Et puis je vous dirais, c'est la même évidence pour la littérature. Il ne faut pas qu'on soit, nous, aliénés par le fait que, mais enfin le français c'est quand même la langue de l'Hexagone. Non, parce qu'il n'en a jamais été seulement. Il n'a jamais été seulement la langue de l'Hexagone à aucun moment de son histoire. Il était international avant de devenir national, et c'est à la guerre de 14-18, comme il y a eu les jeunes qu'on a pris, il a fallu les officiers qui ne se comprennent pas, vite le petit breton, vite apprendre le minimum vital pour qu'ils puissent apprendre à tirer. 14-18. Vous voyez? Et donc, il va falloir apprendre à ces gens-là le français. Au même moment où, au Congo, en Guadeloupe, on apprenait aux gens le français. Avec les mêmes livres. Vous voyez? On enseigne les Gaulois, la Seine, l'Europe. C'est pas de l'aliénation. C'est pas pour aliéner les Congolais. C'est parce que c'est comme ça qu'on faisait les Français. Vous voyez? Le petit Basque n'avait jamais vu la Seine. Mais c'est ça qu'il apprenait. Il n'apprenait pas la rivière du coin, surtout pas. Ça va faire de la différence. Or, il faut fabriquer les Français. Et l'abbé Grégoire, c'était son but. Et c'était un bon but. Oui. De même que quand on a dit, il faut que cette langue émancipe. Vous vous rendez compte? Il faut que cette langue émancipe. Alors à l'école, on va l'imposer pour fabriquer des citoyens, pas déjà aliénés par le maître, par le colon, par le seigneur. Non, on va fabriquer. L'école va être la fabrique. Jusqu'à aujourd'hui, on dit ça.
Dans le monde d'hier, le titre, c'était sur ça. Comment fabriquer du commun et de l'égal. La langue a servi à ça, mais elle a servi à ça pour tout le monde. Et l'écrivain congolais, Sonny Labutansi, eh bien voilà, l'écrivain malien, l'écrivain guyanais, Amas Césaire, ils ne sont pas aliénés, c'est leur langue. Et quand il y a eu donc 2006, on va y revenir, il y avait toujours un mot officiel qu'on fait écrire par le président, c'était sous l'égide de la République. La France accueillait le monde francophone. Et il y avait une phrase qui était, moi je coordonnais l'aspect littéraire et culturel. 50 auteurs vont venir au Salon du Livre pour célébrer notre langue. J'ai parlé, j'ai dit pour célébrer leur langue. Et ça a été écrit, leur langue. Et puis après, il a fallu trouver un nom. Festival francophone en France. Et je regardais. C'est un combat tout ça. C'est un combat. Il y avait des gens qui disaient, par exemple, pourquoi on fait venir des francophones au Salon du Livre en France? On invite des pays, la Russie, les États-Unis, la Turquie, invité d'honneur. Ça veut dire quoi les francophones? Dans la réunion, on prépare. Et le président du salon me dit, qu'est-ce que ça veut dire pour le public? Vous mettez ensemble un Marocain, un Canadien, un Guyanais? Ça veut dire quoi ça, culturellement? Il disait non, et puis ça n'intéressera pas les gens. C'est l'année où il y avait le plus de public. L'année de la où il y avait le festival francophone en France. Et comme il fallait marquer le coup, là j'ai été le coup des classes. J'ai dit festival francophone en France, ça fait FFF. Alors, on va dire francophonie, et en écrivant la faute 3F au milieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer le ministère de la Culture, aux Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'est que ça? Une faute pour essayer de dire. Et on s'est battu, on a réussi les 3F, Festival francophone en France francophonie. Et puis c'est là que j'ai mis en avant le mot franco-polyphonie, parce qu'il y a tellement de faux débats, tellement de temps perdu. Et là, mon père a redire ça encore. Que j'ai dit, mais c'est une franco-polyphonie. C'est pas la réunion des gens qui se battent avec le français contre l'anglais. À un moment, ça a été une bataille des Québécois. Ils avaient un problème. Ils sont entourés par d'abord leur Canada, et par les États-Unis. Alors pour eux, la question de la langue à préserver, jusqu'à maintenant, c'était primordial. Mais ça, c'était leur problème. Ça n'a rien à voir. Et je dis, par exemple, en Afrique, l'anglais et le français, il faut les mettre ensemble. On va passer par l'Afrique anglophone, c'est l'ennemi, Nigeria, Kenya. Et puis nous, l'Afrique francophone, ça n'a aucun sens. Le Bénin, français, francophone, et le Nigeria, anglophone, c'est le même pays, c'est les Yoruba. Vous voyez, ils parlent Yoruba. Et donc, est-ce qu'on va transporter la bagarre contre l'anglais en Afrique en disant aux petits, c'est égalé, n'apprenez pas l'anglais, c'est une langue du colonisateur. Non, c'est la langue des Nigériens, c'est la langue des Africains du Sud, c'est la langue des cousins d'Afrique de l'Est. Et il faut qu'on soit ensemble. Vous voyez comment ça change les choses. Et que la Caraïbe, pareil, la Caraïbe, comme je dis, on a 5 langues. Créole, anglais, français, espagnol et musique. Il y a 3 langues coloniales dedans. Mais avec ça, on a fabriqué nos littératures, nos musiques. Et ça ne viendrait pas à l'esprit. Nous, si on avait les enfants aux Antilles, on leur dit, il faut que tu fasses anglais, espagnol. Jusqu'à maintenant, dans les radios, quand on écrit, au point d'écrivain ici, on lui demande encore, aujourd'hui, son frère,
les gens plutôt cognitifs, pourquoi vous écrivez pas en créole? Vous voyez? Et que c'est le créole qui est votre authenticité. Eh bien non, parce qu'on avait appris au français qu'il n'y a qu'une seule langue authentique, personne. Il n'y a qu'une seule langue. Bon, vous êtes français. Et donc, si j'en parle d'eux, créole et français, alors on dit, on fait des discours, on dit, le créole, il est aliéné par rapport au français. Il est opprimé dans le français. C'est faux. Le créole, c'est la langue de la Guadeloupe. On parle dans la rue, qu'on parle pas en tout. Vous voyez? Et qui n'est pas un problème en disant, oh là là, on est un peu dans le français. Et le créole a survécu à toutes les tentatives pour essayer de l'éradiquer. Voilà. Merci Daniel. Juste une petite chose, dans cette même période, moi j'ai collaboré au livre qui était piloté par Dominique Volton. Et pour défendre le titre, qui était Monde francophone au pluriel, ça a été un drame absolu. Bon, le livre est sorti. Voilà. Mais le fait qu'on puisse prendre en charge une diversité à la fois de prise de parole et de point de vue, ça c'était très difficile pour l'autorité. Alors justement, je voudrais qu'on glisse un tout petit peu à partir de cette question du rapport à la langue. Donc, bien expliquer qu'il n'était pas aussi radical qu'on veut le dire. On peut glisser quand même sur quelque chose qui était, alors tu en as déjà parlé, on ne va pas nécessairement revenir dessus, mais rappeler quand même que le rapport à l'écriture, le rapport à la poésie, le rapport, c'est aussi une articulation qui vise à libérer la parole. La parole est prisonnière. C'est le titre aussi d'un très beau roman de Jean Métellus, La parole prisonnière. Mais cet aspect-là, il est fondamental, parce que cette parole prisonnière, elle est prisonnière de plein de choses, notamment d'une question un peu verrouillée autour de la notion d'identité. Alors que ce que tu rappelles, et là je voudrais peut-être qu'on glisse sur les trois romans, que la question de l'identité, elle n'est pas dans une espèce de stabilité, de fixation, elle est dans des itinéraires, elle est dans des parcours, elle est dans des constructions comme ça quotidiennes. Et les trois romans disent, entre autres choses, disent ça, avec le politique, pour le premier, la question du rapport au volcan. Tu n'as pas rappelé, mais je me fais un plaisir de le rappeler. On a oublié quand même quelque chose qui s'est passé en 1976, qui était ça a presque viré à l'altercation entre Claude Allègre et Haroun Tazieff. Ce qui était assez drôle, cette histoire. Et puis le troisième, sur juste pour dire, c'était un débat sur est-ce qu'il faut évacuer ou pas évacuer. Tazieff disait non, c'est bon, il y aura quelques roches. Allègre qui avait ses dossiers, ses papiers, il disait ouais, non, ça va être comme la montagne pelée, on va avoir l'explosion volcanique et tout ça. Le résultat, c'est qu'on a bien fait évacuer. Oui. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu une éruption cataclysmique. Et troisième résultat, Tazieff a failli mourir en montant sur le volcan et en prenant une explosion de roche qu'il a mis à l'hôpital. Il a failli mourir, la souffrière lui a dit attends, ne dis pas que je suis rien. Oui, justement ce rapport à deux formes de rationalité qui se sont opposées et qui sont quand même quelque part un peu plantées dans les deux cas, sauf qu'évidemment l'évaluation est indispensable. Donc le troisième, qui est la question de la place dans cette nature parfois violente, la place de l'ouragan. Et voilà, ce sont les trajectoires d'un groupe de personnages particulièrement touchants, particulièrement attachants, qui tournent autour de ces questions-là, dans les trois romans. C'est trois romans en forme de cycle, peut-être de quête de soi, sans arrêt, de la part de ces personnages.
et qui se pose des questions que tu viens de rappeler, d'ailleurs la question du rapport au créole, par exemple, et à la langue de l'oppresseur, etc. Et puis qui, peu à peu, on voit ces interrogations se déliter et prendre un tout autre tour. Voilà, est-ce que ça correspond un peu à ce qui peut passer pour un de tes projets dans l'écriture de cette trilogie? Après la trilogie, dans l'essai Les fruits du cyclone, qui pour moi est une chose importante, c'est en fait une anthropologie de la Caraïbe, et non pas une idéologie, ni une politique. C'est pas des idées, c'est montrer le réel. Par exemple, comment on mange les fruits. Par exemple, comment on s'habille. Par exemple, quelle parure mettent les femmes. Et que ça explique. C'est pour ça que c'est des fruits. Et tout au début, il y a une phrase qui a frappé un peu, c'était « L'identité, ce ne sont pas les racines qui l'expriment, parce que l'identité, c'est un fruit. C'est le fruit. L'identité de moi, de toi, de chacun de vous, c'est le fruit que vous avez fabriqué à partir de tout ce qui vous a fabriqué. Il y a les racines, il y a l'hérédité, le long passé de l'arbre qui est là depuis 150 ans, et puis il y a l'année, il y a le vent, il y a peut-être le cyclone, il y a des racines, pas de fruits. Vous voyez, il y a beaucoup de soleil ou pas de soleil. Et alors le viticulteur, là, il est là, il regarde, il attend. Il dit voilà, est-ce qu'on aura assez de soleil ou trop haut, il y aura trop d'eau. L'identité du raisin, elle n'est pas donnée à l'avant par la naissance du raisin, là où il est, avec le cep qui est là depuis toujours. Et chaque année, le viticulteur te regarde et qui dit comment ça sera. Vous voyez, nous sommes des fruits et non pas des racines. Or, en France notamment, on nous a fascinés avec les racines. Ah, toi, tu n'as pas de racines. Ah, toi, tu as des racines. Ah, ben, vous cherchez vos racines. Et le terme qui était le plus fréquent dans nos adolescences et nos études, c'était on est en quête d'identité. On a entendu ça dans tout le tiers-monde. On est en quête d'identité. On n'est pas sénégalais, on est en quête de ce qui sera le sénégalais. C'est une erreur, une fausseté totale. Un fruit n'est pas en quête. Un fruit se fabrique, il se fait. Il peut mourir, il peut sécher trop, il peut avoir trop d'eau, mais il est le fruit de quelque chose. Vous voyez? Et quand on prend cette image, c'est pour ça que je crois toujours aux images de la nature comme modèle, là, on arrête de parler de l'essence. Parce que ma génération, par exemple, a passé son temps à essayer de répondre à ce questionnement. Qu'est-ce qu'un entier? S'il y a une question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est bien celle-là. On peut essayer de dire, qu'est-ce que Wolof? Vous voyez, qu'est-ce que Thaïlandais? Mais qu'est-ce que Breton? Alors on va regarder le passé, la langue, les coutumes, la cuisine. Mais qu'est-ce que l'on dit? Dans tous les romans qui racontent en fait la naissance des Antillais, la genèse, ça montre que c'est un bricolage, un melting pot, pas une bouillie. Par exemple, en musique, au Guadeloupe, nous avons 7 rythmes. Boula, Kaladja, etc. On n'en a pas 8, on en a 6. 7, c'est l'identité musicale du Broca. Donc, il ne s'agit pas de fabriquer du n'importe quoi, mais il s'agit de fabriquer une identité, mais qui elle-même est mobile et elle-même créatrice. Et comme je disais l'autre jour, la tradition aux Antilles,
ça consiste à changer de tradition tous les 10 ans. Alors que dans un schéma normal, on garde ce que les parents ont donné. Par exemple, les langues qui sont enfermées dans telle ou telle ethnie ne bougent pas. Mais si elles sont à la rencontre d'une langue de commerce, alors ça donne l'Afrique, avec 2 ou 3 langues par personne. Et les langues que je parle, à ce moment-là, ne peuvent pas s'influencer l'une l'autre, puisque c'est la même personne. Et c'est là que ça bouge. Encore une fois, c'est la grande découverte de l'anthropologie moderne avec Lévi-Strauss, que ce qui définit l'humain, c'est pas l'essence, c'est le bricolage à partir de ce qui va pas, pour trouver autre chose. C'est ce que Sartre appelait l'existence précède l'essence. On a appris ça aussi dans Philo. Et que donc, mon être n'est pas figé dans une essence, mais un processus. Et toute la création, comme ça, toute la poésie, toutes les musiques, et Dieu sait si on a eu des musiques de la Caraïbe, pourquoi on en fait une autre bizarre, c'est bon, c'est parfait, c'est nous ça, la biki, mais non. Mais non, ça c'était les parents, c'était une génération. Ils ont fait super la biki, et puis voilà, on fait autre chose. Le jazz, ah ben la Nouvelle-Orléans, voilà, on invente un truc, chez Armstrong, on peut la rejoindre aujourd'hui, on peut faire du New Orleans aujourd'hui. Donc c'est une forme fixe, mais quand on monte là-haut, au nord, on va faire autre chose, on va faire le saxo, on va voyer, et on va inventer le jazz moderne. Et il y a les jazz. Et on dit, mais on ne sait pas ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e. Vous voyez? Et c'est comme ça partout. Un exemple. En Afrique, Dieu Cécile, pays de musique, de danse. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme musique après la guerre? Ils ont pris les musiques des Antilles. La rumba. Vous vous rendez compte? La rumba cubaine. Et qu'ils ont vu où? Eh bien à Paris. Les Cubains sont venus à Paris. Les Antillais sont venus à Paris. Ah, c'était les vedettes. C'était les rois. La Biggie, Joséphine Baker, la rumba cubaine. Tout le monde dansait. Et les Africains qui venaient danser ça aussi. Et puis ils sont rentrés et on a inventé des musiques urbaines. Dakar, Congo, Brazzaville, etc., qui étaient directement issus de Santiago de Cuba ou de Saint-Pierre de la Martinique. Ils sont aliénés, vous voyez, d'où ils sortent ça. Et on a fait un succès à ces musiques, mais qui sont devenues africaines, au Congo, jusqu'à maintenant, des grandes musiques, et qui s'appellent rumba. Et un exemple, à Dakar, dans les boîtes de nuit des années 50, ils chantaient en espagnol. Dakar, colonie française, en train de se libérer de la colonisation française. Et les gens allaient danser, et ils dansaient la rumba. Ils chantaient des chants avec le wolo, avec tout ça, et en espagnol. Alors on dit, ah bon, ils ont changé de colonisateur, alors ceux-là, ils n'ont plus les Français, ils vont prendre les Espagnols. Oui, ça fait rire. C'est pour ça qu'ils font souvent l'exemple de la musique. Ça fait rire tellement c'est... Mais les humains font ce qu'ils veulent. Et personne ne va accuser les Africains, au Congo et à Dakar, d'avoir copié les Cubains et les Antillais. Oui, ça paraît ridicule. Mais on s'est rencontrés. Et quand on se rencontre, on échange. Moi, ce qui me frappe dans les romans, c'est que ce que tu viens d'expliquer, de rendre lisible, c'est incarné par les personnages. Il y a un personnage extraordinaire
qui est le personnage de Rosanne, l'agriculteur, et qui parle de ses fleurs, qui parle justement de ses racines, comme on n'a pas dans la littérature. On a le personnage de Marie-Gabrielle, qui est elle-même issue d'une histoire assez tragique, qui raconte une histoire, mais en même temps qui analyse la manière dont elle raconte cette histoire. C'est-à-dire qu'on a le texte et on a la présentation du texte de l'histoire. Et puis à un moment donné, tous ces personnages passent en arrière-plan, et c'est effectivement la nature qui parle. À un moment donné, là aussi, on a la soufrière, on a, dans l'île et une nuit, on a l'ouragan. On a l'ouragan. Et ça, c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que pourquoi c'est essentiel? Parce qu'encore une fois, il y a un discours d'une grande rationalité, d'une grande interprétation, mais surtout, on a le fait que ça, c'est mis en acte. C'est mis en acte parce que c'est mis en création. Tous mes personnages, ils ont envie de faire. Le petit garçon, là, tu sais, en face, il dit, le jour où il y a eu le séisme, il y a, je sais pas, 8 ans, tout s'écroule, et oula, on peut mourir. Et il dit, j'ai compris ce jour-là que je ne voudrais pas mourir sans avoir rien fait. Je ne voudrais pas mourir un jour sans avoir rien fait. C'est une drôle de chose, vous voyez. Et donc, la soif, surtout quand on a été opprimé, aliéné, comme peuple, comme communauté, comme histoire, on a envie d'être du côté vivant. Parce que c'est cette résistance qui a fait la victoire contre l'esclavage. Et donc, l'envie de faire, de créer. Cette petite Marie-Gabrielle, elle a 17 ans, elle savait les morts de la naissance, et puis son père est un musicien de jazz, est parti dans le monde après la guerre, il avait fait la résistance, et puis il revient avec des disques et tout, et voir sa fille, et il meurt dans le fameux cataclysme qui a été un accident d'avion à la Soufrière en 62. Il dit, j'ai tout perdu, non seulement mon père, mais en plus tout ce qui m'amenait, il allait me raconter ma vie. Alors elle, la nature dit, il va falloir que tu le fasses. Et elle dit, je vais écrire. C'est fréquent dans la littérature française, même dans ce cas-là, mode en ce moment, on parle beaucoup de ça. J'écris comme résilience, j'écris pour témoigner. C'est aussi ça, le rôle de la littérature, de la musique, de la création. C'est pour rendre compte de ce qui n'a pas pu être créé. Alors on invente. Vous voyez? C'est ça. Rendre compte du talent qui n'est plus là. Alors on ne va pas simplement faire de la biographie, raconter avec les résidus de réel. Non. On va inventer. On va faire un poème, un roman, quelque chose où on prend des personnages. Et ça motive eux tous, comme ça. Et puis autre chose, c'est essayer de faire du nous, pas seulement du je. Et c'est pour ça que, par exemple, l'isolé soleil, comme titre, moi j'adore le jour. J'aime jouer avec les mots. Le mot soleil était là, et soleil le hier. Je dis, ah, c'est vrai, il y a isole dedans. Et puis je dis, ah, isolé, ah oui, il y a isolé. Mais il y a un L qui reste. On dit, ah oui, mais si on dit l'isolé, soleil, c'est l'anagramme parfait. Je dis, ah, ça y est, j'ai mon titre. C'est venu vraiment comme ça. Et Soufrière, le deuxième, qui lui raconte l'éruption de la Soufrière
En gros, en 1976, qui a été la soif, on vient de parler un peu, j'ai joué avec le mot soufrière. Il dit, ah, c'est le seul mot de la langue française qui a frères et sœurs dedans. D'où c'est marqué, soufrière, frères et sœurs mêlés. Quelle leçon! La soufrière nous dit, vous êtes frères et sœurs. C'est moi qui vous le dis. C'est écrit dans ce que je cite. Donc c'est la soif du nous et la soif d'une identité fruit et non pas collée et bloquée dans ce qu'on appelle des racines. Une identité qui serait assignée. Ça, c'est le pire. Ça, c'est les assignations. Voilà. Ça, c'est le pire. Or, Dieu sait si on peut en avoir des assignations. On a dit, vous n'êtes pas africain, vous êtes des noirs civilisés. Vous avez échappé à la sauvagerie. Allez, ben tout. Et puis après, vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas des purs, vous êtes des bâtards. Vous regardez, vous avez vu vos tambours? Les bâtards de l'Empire. Vous avez vu vos tambours? Les trucs de la poubelle? Vous avez déjà vu les tambours africains, les tambours sacrés que les gens du village n'ont même pas le droit de voir? Les tambours qui sont une fois à l'an, dans des cérémoniales extraordinaires, et puis personne n'y touche, autre que le grand prêtre. C'est ces gens-là qui sont venus dans les Antilles, qui n'avaient rien, et qui ont bricolé. Tout à fait. On va s'approcher un peu de la fin, je pense. Bien fatigué, ça fait plus de 2 heures que tu as la parole. Et Fayem. Je vais peut-être écrire un texte. Et ben, je change d'avis. C'est moi qui l'ai lu. Et c'est un paragraphe qui vient de ce livre magnifique. On a déjà eu une rencontre, quand le livre est sorti, on a eu une rencontre avec ce livre. Alors, il y a une info, le livre est réédité en poche au mois de mai, aux éditions Caraïbes Éditions. Voilà. Je l'ai épuisé depuis 3 ans et il va être réédité en poche. Marcher dans le noir fait voir clair. Ce proverbe, l'un des préférés de ton père, s'appliquait parfaitement au Matouba. Certains soirs, sur la place de l'église, quand on voyait 1 ou 2 passants s'enfoncer sur cette route noire, si abrupte qu'elle semblait grimper vers les étoiles, seule lueur sur le chemin, on était partagé entre l'admiration pour leur courage et l'appréhension de les savoir peut-être familiers des zombies et des loups-garous. On disait même que des enfants qui s'y étaient aventurés avaient disparu, tombés dans un ravin ou offerts en gage contre une jarre d'or. Dans le passé, les maîtres enfouissaient leur or sous un arbre, dans des jarres, puis ils tuaient sur place l'esclave qui avait creusé le trou, et l'on racontait que le diable désignait cet endroit contre le sacrifice d'un enfant. Voilà, j'ai pris ce texte parce qu'il me semble représenter beaucoup de choses au-delà du conte, mais il me semble renvoyer à précisément cet imaginaire de la Guadeloupe, son imaginaire de légende qui parle, alors qui n'est pas seulement guadeloupéen. En Haïti, on a exactement la même histoire. C'est caribéen. Mais en même temps, il y a la référence, comme qui vient clignoter, la référence au Matouba. Et j'aimerais bien qu'on termine cette rencontre, si tu pouvais parler un peu de cet endroit et de ce qui s'est passé. Alors ça revient à parler de notre origine. Je vous ai dit que il y a eu la Révolution française, qui n'était donc pas que française, qui était une révolution mondiale, et en particulier ceux qui étaient esclaves en Amérique
ont pris fait et cause pour cette révolution. On dit c'est la nôtre aussi. Donc ces esclaves se sont mis du côté de ceux qui luttaient contre les colons pour se libérer de l'esclavage, ce qui est la moindre des choses, comme désir. Et on a gagné à la fois par une lutte là-bas, Guadeloupe, Haïti, le Saint-Domingue à l'époque. La Martinique était anglaise, parce que les Anglais avaient appelé les colons, avaient appelé l'Angleterre pour échapper à la Révolution. Vous voyez? Identité. Là, non, on n'est pas français. Vivement que les Anglais nous envahissent. Et comme ça, la Martinique n'a pas eu la première abolition de l'esclavage. C'est une chose très importante de différence entre les deux îles. Vous voyez, parce qu'il a fallu attendre la deuxième, celle de 1848, une autre révolution française, pour que définitivement l'esclavage soit aboli dans les colonies françaises. Mais il y a une première, 1794. C'est énorme. Les esclaves sont devenus citoyens du jour au lendemain. Citoyens, il n'y a pas eu de problème d'indemnisation. Et les colons qui étaient contre, ils étaient guillotinés après chapitre, où ils sont partis à Cuba, notamment, avec un des bagages, c'est-à-dire avec leurs esclaves, leur musique. Et toute une partie de Cuba est devenue une partie française. J'ai inventé même des musiques, Charanga française. Et on parlait créole autour des pays, des campagnes de Santiago de Cuba. C'était des Antillais immigrés. 8 ans de liberté, 8 ans de lutte, puisque évidemment, si on a fait l'abolition à Guadeloupe et à Saint-Domingue, tous les impérialismes qui sont autour sont contre. Angleterre, Flandre, Espagne, Portugal, France. Ça fait beaucoup contre la Guadeloupe et contre Saint-Domingue. Vous voyez? Et Saint-Domingue était occupé par des armées anglaises, espagnoles et françaises. Les insurgés ont fait de la stratégie, ils ont joué l'un contre l'autre. Vous voyez? Donc ils étaient avec la Révolution française contre l'Angleterre et contre l'Espagne. C'est comme ça que cette petite île a réussi l'abolition, surtout fou. Le monde entier, impérialiste et contre, ils réussissent en jouant des pinceaux. Bonaparte arrive et dit non. À un moment, on était en faiblesse, on a perdu, il y a une abolition, il faut arrêter ça. Il envoie une armada, c'est le mot, à Saint-Domingue et en Guadeloupe, commandée par son beau-frère, Leclerc. C'est du solide, c'était une armada, alors qu'il y avait ces guerres en Europe. Mais sinon, non, ce truc-là, c'est trop important. Pourquoi? Parce que le sucre et les produits des Antilles, c'était un quart du produit national brut de la France. Les colonies, c'était énorme. C'est comme si c'était l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça, voilà, pour le pétrole. Et donc, cette armada perd en Haïti, et c'est l'indépendance de Haïti, et elle gagne en Guadeloupe. Et le chef de la révolte, c'était le colonel Delgrès, né en Martinique, à la montagne Pelée. Alors on pourrait dire, alors dans nos listes, à nous, c'est Martiniquais. Non, c'est un humain, né
Martinique, et qui se retrouve colonel de l'armée, puisqu'ils avaient combattu dans la Révolution. Il n'est pas colonel, comme on dit, d'armée mexicaine, en se donnant des titres, comme font les dictateurs aujourd'hui. C'était des vrais. Il commandait l'adjudant blanc, par exemple. On oublie ce genre de choses. Colonel Delgrès. Et donc il dirige la révolte en Guadeloupe contre l'armada envoyée par Bonaparte pour rétablir l'esclavage. C'était une bataille perdue. Ils n'étaient pas assez. Et ils étaient dans le fort d'Delgrès, qui s'appelle le fort Sèche, qui est le fort de Basse-Terre, qui protège contre les envahisseurs en bateau. Sauf que ces envahisseurs, c'était justement les Français voulant rétablir. Et donc, Delgrès et ses soldats 300, ils étaient dans le fort et ils se préparaient à se battre. Mais à un moment, ils ont dit non, on va quitter le fort Vauban, et on va aller dans le fort de nature qu'on appelle la Soufrière et le volcan. Et c'est là que nous mènerons la dernière bataille. Ça a l'air d'un conte dans cette histoire. Ils sont donc partis la nuit, en grimpant le long de la rivière, et sont arrivés au Matouba, dans une habitation qu'ils ont murée et qu'ils ont, comme on dit, ils ont mis des piliers pour attendre le dernier assaut de l'armée de celui qui était le général Richepens. Ils montent, ils sont là, et au moment du dernier assaut, lui, il joue du violon en attendant. Je raconte ce moment fort de l'Isolé Soleil. Et il fallait attendre le dernier moment où tout le monde est là, les 300, les soldats de Bonaparte qui rentrent, qui viennent de l'habitation, et jeter le violon vite pour faire sauter la pêche, et tout a sauté. La veille, dans Basse-Terre, ils avaient affiché une affiche, une proclamation à l'univers tout entier, le dernier cri de la justice et de la liberté. C'est en français. À l'univers tout entier. C'est dans un siècle où les lumières ont jailli dans toute l'Europe, qu'aujourd'hui nous sommes pris par la tyrannie. Voilà. Mais nous sommes prêts à mourir, vivre libre ou mourir. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs. Signé Delgrès. Autrement dit, c'est notre acte de naissance des Guadeloupéens. C'est-à-dire vivre libre ou mourir, c'est-à-dire on laisse. On est là. On est chez nous. Et c'est là qu'on va se libérer. On ne va pas partir ailleurs. Et ce sacrifice symbolique, parce que si c'était un fort, alors on se bat, ils sont pris, fusillés, pendus, on leur dit voilà, il y a une bataille finale, mais là, c'est un geste symbolique fondateur, avec le sang est devenu sève pour fabriquer les Guadeloupéens comme résistance. Et il y a un exemple. Il y a les femmes qui se battaient au même titre, avec les armes et tout. Au moment de sauter, on les a fait partir avec les enfants. Et parmi eux, il y avait une qui est devenue célèbre, la mulâtresse Solitude, qui était enceinte, qui a été arrêtée et qui a été pendue après qu'elle ait accouché quelques temps après. Et c'est devenu la femme symbole de la Guadeloupe.
Cette mulâtresse solitude, elle est inventée par André et Simone Schwarzbach. Tout le monde croit que c'est une vraie personne. Il y a des statues. Il y a des statues à Bagneux il y a 30 ans, et il y a quelques années, 2 ans, je crois, de la ville de Paris, avec Anne Hidalgo, on a une statue de la mulâtresse solitude. Et à Pointe-à-Pitre, il y a le boulevard des Héros, et on a la mulâtresse solitude avec son gros ventre. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour un pays? Mais c'est les mythes d'origine, c'est comme Romulus et Rémus. Vous voyez? Delgrès et solitude, autrement dit, c'est notre mère. Le bébé qui est né, c'est nous. On est les descendants de ce bébé que personne ne connaît, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas de généalogie. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de carte d'identité. Mais nous sommes ce que quelqu'un va appeler les enfants de solitude. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est très intéressé par l'histoire du Matondal que je la raconte, parce que ça a l'air d'être dans le conte. Or, c'est l'ultime bataille perdue, mais c'était pas une perte. C'était vraiment inscrire la résistance dans la mémoire. Et c'est pour ça que je dis, on a 2 volcans. Soufrière, volcan géographique, et Delgrès, le volcan historique. Au point que, au même moment, il y avait les dernières batailles en Haïti contre Bonaparte. Et ce qu'on n'a jamais oublié, c'est le contexte historique. Bonaparte a tout fait pour dire, c'est pas pour établir l'esclavage, c'est juste pour rétablir le droit de l'État et tout ça, alors qu'il était en train de faire sa dictature déjà pour être empereur. Et il a fait, ça rejoint le début, des affiches en créole, signées Bonaparte. Pas paix, nous pas, nous voulons pas autres prisonniers encore, nous voulons pas esclavage. En créole, pour que le peuple puisse lire, il ne lisait pas le créole, mais c'est pour vous dire l'inversion possible. Quand on parlait tout à l'heure des Français, la proclamation de Delgrès, on est fiers au Guadeloupe. Il a affiché le soir, à bonne montée au volcan, dans les rues de Basset, à l'univers entier. Le dernier cri, vivre et pour mourir, et toi, postérité, encore une larme. Et nous mourrons satisfaits. Merci beaucoup. C'est du conte ou c'est un roman, ou c'est l'histoire, ou c'est la vérité? Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On a inventé le personnage historique qui est notre mère. C'est quand même extraordinaire, parce que les gens croient qu'elle est vraie. Vous dites, à Guadeloupe, vous allez là. Et puis ici aussi. La mairie de Paris a fait une statue. En Guadeloupe, pas question de contester la réalité de solitude. Ah non, non. Surtout pas. Pas dire. Voilà, Isabelle Prophétie, en tout cas, merci beaucoup. Et pour vous remercier, nous sommes tous, l'un à l'autre, des îles, à double tour, la clé de l'une entre les mains de l'autre. Et les yeux, chercheurs d'or, trouvent le chemin des lèvres pour faire la lumière sur le mensonge des oreilles en quête de murs fraternels. Mais le cœur bat, sans penser à demain, car l'amour est gaucher, mais il n'est pas aveugle. Il sait que le désir surestime l'avenir, mais la tendresse est un présent qui éclaire tous les sentiers de l'être d'une caresse tellement sincère que les yeux sont fermés. Laisse-moi les cater ou désir-moi capé dans le ciel. J'aime-moi qu'à chavirer qu'on en yole qui nettoie pour elle.
c'est où ma mère et ma demoiselle. Comment découvrir d'autres affaires, d'autres rituels. L'autre est comme elle sait où, couangie comme c'est où, couler l'homme et c'est où moi qu'à songer. Mais l'autre est printemps c'est lui, coule avant c'est lui, couler aïe c'est lui qui fait moi connaître d'autres chemins. Quand tourbillon et maintenant en flot sentiment, et fais-moi ouais d'autres saisons, découvrir d'autres printemps. Et c'est en trahison, gardez-moi à présent, l'envie et l'horizon caché flamboyant. L'autre est comme elle sait où, couangie comme c'est où, couler l'homme et c'est où moi qu'à songer. Mais l'autre est printemps c'est lui, coule avant c'est lui, couler aïe c'est lui qui fait moi connaître d'autres chemins. Dans l'année j'ai passé, l'esprit moins tiraillé, et puis aller virer, c'est où c'est Lisette. Jamais les moins assez, mon passage hésité, pardonnez-moi s'il vous plaît. L'autre est comme elle sait où, angie comme c'est où, couler l'homme et c'est où moi qu'à songer. L'autre est printemps c'est lui, la vie c'est lui, aïe c'est lui qui fait moi connaître d'autres chemins. Connaître d'autres chemins. Tout ça au caca chile là où c'est les viré bokayou.